Récup Active, parce que la progression commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va nous toucher tous plusieurs fois dans notre vie, la douleur. Selon l'assurance maladie, près de 80% des Français ont déjà souffert d'un mal de dos une fois dans leur vie. Mais pourquoi a-t-on mal ? Est-ce qu'une blessure et une douleur, c'est la même chose ? Et surtout, quoi faire quand on a mal ? Aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance d'avoir deux experts de ce sujet. Donc Thomas, ostéopathe et combattant à ses heures perdues, et Thierry, kinésithérapeute du sport. Récup Active, c'est parti. Alors déjà, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation dans le podcast. Rapidement, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient éventuellement pas, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Thierry ? Ok, bonsoir Thierry, donc j'ai 57 ans, je suis sur Annecy depuis une trentaine d'années, voilà, j'ai un parcours de kiné et puis d'ostéopathe, plutôt dans le milieu du sport, mais pas que, et mon expérience m'a amené il y a quelques années à partir dans des études de psychologie, donc je suis psychopraticien et préparateur mental, essentiellement auprès des sportifs, peu importe le niveau. Thomas ? Eh ben moi je suis ostéopathe depuis du coup 1 an et demi maintenant. Je travaille dans un basic fit, du coup proche des sportifs. Pareil, je me suis plus orienté sur le côté sportif avec pas mal de formations en lien avec ça. Et puis je prends en charge à peu près toute personne qui se présente au cabinet. Et puis c'est à peu près tout aussi. Et puis combattant aussi. À ses heures perdues. À ses heures Faut perdues. pas trop le chercher. C'est bien du coup que tu parles de mental, Thierry, parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Rapidement, avant de commencer, j'aimerais qu'on définisse déjà ce qu'est la douleur. On sait que c'est un processus complexe qui fait intervenir plein de choses. Si vous deviez l'expliquer de façon très simple pour nos auditeurs, comment vous l'expliqueriez ? Thierry ? Alors pour moi, c'est d'ailleurs, je pense que certains le mettent comme un sens. C'est-à-dire comme la vue, c'est vrai qu'on parle souvent des 5 sens, mais je ne sais plus qui a dit qu'il y en avait 9, en fait, réellement, dont la proprioception, les choses comme ça. Donc, pour moi, c'est un sens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui représente un repère pour l'être humain. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre qui est très vite associé à la survie. C'est-à-dire que la douleur, il y a une notion de survie très vite derrière. Donc, c'est plutôt une référence qu'on utilise de toute façon beaucoup dans le milieu, on va dire, des thérapies, c'est-à-dire les problèmes physiques ou maladies, comme une référence. Ouais. Et Thomas, du coup, toi, comment tu le définirais ? Pour moi, la douleur, ça serait plutôt quelque chose... en soi, ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Thierry. Déjà, nous, c'est le cœur de notre problématique. Les personnes, ils viennent nous voir en priorité pour une douleur. C'est ce qui régit beaucoup la vie d'une personne. C'est ce qui va faire, du coup, qu'on est plus ou moins dans tel ou tel contexte de vie chez chaque personne. Donc, pour moi, je le vois vraiment comme un ensemble neurologique, physiologique, psychologique... vraiment qui relie vraiment tout un être en entier dans un contexte particulier. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, c'est un enchevêtrement de plein d'informations internes, externes. Et justement, pour le définir, on parle souvent du modèle biopsychosocial de la douleur. Ouais, c'est un peu plus rentré ces derniers temps, justement, notamment au niveau des études, etc. Après, c'est pareil, c'est comme tous les concepts, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Pour ma part, je sais pas toi ce que tu en penses Thierry, mais bio, psycho, social, ça limite là aussi à 3 caractères. Ouais. Ça va plus loin que ça. En réalité, on a un très bon graphique lié à la douleur. Ça se trouve facilement si on marque douleur, concept douleur ou autre. Vous avez un gros point, la douleur centrale, et une ribambelle de points qui partent dans tous les sens. C'est pas 3 choses très définies en réalité. C'est un peu plus complexe que ça. Je sais pas toi ce que. Alors c'est vrai que moi j'ai moins cette approche, tu vois, comme toi, plus scientifique, plus basée là-dessus. Pour moi, je considère que la douleur est toujours vraie. C'est-à-dire c'est pour la personne, je ne veux pas dire le patient nécessairement, mais la tête, elle est toujours vraie. C'est-à-dire que lui, elle est vécue comme ça. Et donc déjà, ça, c'est à respecter. Après, moi, je travaille plutôt sur essayer de la questionner, cette douleur, pour en fait la ramener au plus proche d'une réalité.
tu vois. C'est-à-dire, tu vois, la personne, quand elle va te dire 8 sur 10, tu vois, je vais dire, OK, qu'est-ce qui vous fait évaluer cette douleur à 8 sur 10? À quoi vous pouvez vous comparer et tout ça? Ce qui peut ramener, tu vois, une échelle plus haut, plus bas, hein, d'ailleurs, parce que tu as ceux qui vont augmenter, tu vois, typiquement pour qu'on les prenne en considération encore plus, et puis d'autres qui vont minimiser parce que bah, derrière, ils vont chercher à montrer qu'ils sont forts, résistants, enfin, tu vois, conserver une image, en fait. Mm. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout, tu vois, quand je t'écoute, ces rapports d'études scientifiques, cette compréhension-là, c'est-à-dire que je vais le lire vite fait, mais c'est pas mon repère, puisque moi, je me base beaucoup plus, tu vois, sur l'émotionnel de la douleur. D'accord. Et après, effectivement, dans un, peut-être, là, tu vas en parler sur un aspect plus technique, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que tu en fais après Ouais, toi, c'est ça. réellement, là, c'est Ouais. différent, là. En soi, ça prend en compte ce que tu dis dans justement toutes ces études et au final, en creusant, tout est ramené à la douleur. Et effectivement, c'est important de le préciser que on entend souvent que la douleur, c'est quelque chose qui est dans le cerveau. Oui, c'est une sensation qui est perçue et elle sera jamais la même chez chacun de nous. Moi, le mot de douleur, en réalité, je vais pas l'interpréter de la même manière. Mon ressenti d'une douleur, il sera pas du tout la même que Thierry ou que toi, Seb. Et ça, ouais, faut l'accepter, faut aussi comprendre. Et je trouve que nous, notre travail, c'est d'essayer. Je pense que c'est à peu près la même chose. C'est essayer de comprendre au mieux la douleur, comment la personne la vit. La comprendre en elle-même. C'est-à-dire, oui, comme tu disais, sur une échelle, c'est pas suffisant. On est obligé de creuser plus loin parce que sinon, on s'arrêterait à ça fait mal à 8 sur 10 et basta. Justement, vous avez l'air de beaucoup quantifier la douleur sur une échelle de 0 à 10, du coup. Pourtant, pour moi, c'est une expérience sensorielle, du coup, qui va être expérimentée par la personne en question. Comment, du coup, vous la quantifiez chez un patient, puisqu'elle peut varier. Peut-être qu'un 5 pour toi, Thomas, ce ne sera pas du tout un 5 pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu la quantifies? Pour moi, c'est beaucoup au cours de la discussion avec le patient, au cours de son contexte de vie, comment il a déjà vécu certaines blessures. Ça va être vraiment un amalgame d'informations que je vais prendre, aussi bien, comme on disait, hein, sur son contexte de vie. Si la personne elle a un contexte de vie très confortable, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas eu des grosses douleurs par le passé, ça ne veut pas dire que pour autant elle diminue une douleur ou autre. C'est vraiment s'adapter à la personne et essayer de creuser. C'est là où c'est difficile, c'est toujours de creuser et de bien essayer de mieux comprendre la douleur. Et c'est ça qui est très difficile. Pour moi, c'est tout le cœur du souci. Ah, je te rejoins complètement là. Ah, c'est bien comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est plutôt que d'essayer de comprendre la douleur au travers de ma carte du monde à moi, ma vision, je vais plutôt aller m'asseoir à côté de la personne, et c'est là que c'est le questionnement qui est intéressant. Je vais m'asseoir pour regarder le monde tel que elle, cette personne-là, le voit. Ce qui me rapprochera probablement plus, si tu veux, de sa douleur, que si je reste de mon côté de la table et que je reste dans ma carte du monde, où je vais dire effectivement, oui, enfin bon, une entorse de cheville, ouais, ça peut faire mal, enfin, c'est pas ce que je veux dire, parce que d'abord, j'en ai déjà une, mais ça veut pas dire que moi, j'ai eu une entorse douloureuse, tu vois, enfin, en tout cas, très douloureuse, alors que quand tu vas, par le questionnement, hein, c'est ce que tu rejoins, c'est que par le questionnement, quand tu vas rejoindre la personne dans son monde, donc, comme je dis souvent, c'est s'asseoir à côté, et essayer le plus possible de regarder le monde, donc son corps, sa douleur, sa souffrance, comme elle le voit. Ah, là, c'est déjà, je pense qu'on se rapproche un peu plus, en tout cas, du ressenti, comme tu disais, probablement, effectivement, sensorie émotionnel de la personne, quoi. Et justement, c'est bien que tu parles des entorses, parce que ça fait suite à une des questions que je voulais vous poser par la suite. Est-ce qu'une blessure et une douleur, c'est la même chose? Non. Alors oui et non, en soi. On peut avoir de la douleur sans blessure et on peut avoir une blessure sans douleur, comme on peut avoir les deux. Donc oui, ça va ensemble, mais non, ça va pas ensemble. Typiquement, je sais pas si vous aussi vous faisiez ce rapprochement, mais on a des anecdotes comme ça de personnes qui se tirent des clous dans les chaussures. Le pistolet à percussion, clous, ouais. exactement. Sympa le passe-temps. Ça passe dans la chaussure. Le mec hurle de douleur, il a mal. Il arrive aux urgences, on lui enlève la chaussure, il a rien. C'est passé à travers. Douleur sans blessure, sans même nociception pour le coup.
Alors, il y a des sensations, il y a la sensation qu'il y a quelque chose qui appuie pas loin, mais il n'y a pas de blessure en elle-même. Et à l'inverse, on a des mecs, pareil, pistolet à clous, il sait pas où est passé le clou. Le mec, au bout d'un moment, se dit c'est bizarre, j'ai un goût bizarre dans la bouche. Il avait un clou planté dans le palais. Et pourtant, pas de douleur, à part un goût, mais c'est ce qui l'a amené à consulter. Donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est toujours avec le même clou, on peut faire de choses différentes. Donc elle est sympa cette. C'est une référence absolue dans la douleur. Ces deux exemples. C'est ça en fait. Il y en a un. C'est le passé de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, culturellement, avoir un clou qui traverse la chaussure, ça a transpercé le pied, quoi. Enfin, culturellement, pardon. C'est pas culturel. Dans son imaginaire. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est normal qu'il ait mal, quoi, puisque voilà. Alors qu'en fait, l'autre personne, dans l'exemple, c'est un gars qui s'est pris. Il était sur un chantier, il s'est vautré. Le mec, il pense certainement qu'il s'est brisé le dos en mille morceaux et tout ça. Il est sonné. Enfin, et quand il voit que petit à petit tout va bien. Tout va bien, quoi. Effectivement, c'est une consultation dentaire qui, je crois, un mois plus tard, le gars, il comprend pas, il fait une panoramique, il voit un clou qui est planté dans le cerveau, puisque c'est pas un clou comme ça, tu vois. Et donc, il nous montre toujours les mêmes images. Mais oui, parce que c'est la référence absolue, comme c'est quoi, très en fait, représentatif, c'est exactement. très visuel, Donc là, pour répondre à ta question, là, c'est tout à fait l'exemple. Tu peux avoir douleur sans blessure, tu peux avoir blessure sans douleur, et hors pathologie. Pas de ressenti, je ne sais plus le nom scientifique du truc là, mais voilà, où les gens ne ressentent pas la douleur. Voilà, c'est une maladie, quoi. Mais effectivement, donc les trois, c'est ce que tu as expliqué. Tu peux avoir une blessure sans douleur, une douleur sans blessure, et bien sûr, les deux. Et du coup, vous avez parlé des expériences passées de la personne dans le processus de la douleur. Quelle est la place de ces expériences et comment elles peuvent moduler un peu le processus de douleur ? Ça va être très gros. Là, du coup, moi, je vais parler de mon prisme plus scientifique, etc. On a effectivement, comme je disais, les sensations, qui est pas... On parle beaucoup de nociception, on en parlait aussi avant, en off. C'est pareil. Alors, est-ce que tu peux te définir du coup, la nociception éventuellement pour les gens ? Au contraire, je voudrais plutôt la laisser de côté, la nociception. Parce que c'est une sensation qu'on assimilerait à, typiquement, on plante un clou dans la main, ou on pique la peau. Ça serait des récepteurs qui seraient sur la peau et qui permettraient d'envoyer l'influx douloureux. En réalité, la nociception, c'est pas forcément quelque chose qui envoie de la douleur. C'est juste un influx nerveux. C'est juste un trajet électrique qui peut être pour le chaud, qui peut être pour le pic, qui peut être pour le pincement, un effleurement, etc. C'est d'ailleurs ton cerveau qui va venir interpréter la situation. Il va y avoir pas que le cerveau, on a aussi la moelle épinière entre-temps qui va aussi faire ses ouvertures de portes, qui va dire oui, on amplifie le signal, non, on n'amplifie pas. Et après, derrière, effectivement, on va avoir la place, justement, comme tu disais, aux expériences passées, aux traumatismes passés. Qui vont rentrer en jeu du coup. Exactement, qui vont faire qu'on va intégrer plus ou moins une douleur ou pas. Et ça peut varier énormément, ne serait-ce que sur une partie du corps, que ne serait-ce que dans un environnement. Typiquement, là encore, c'est des exemples qu'on nous donne. Dans un environnement, une surfeuse qui se fait arracher la jambe, je crois, je pense qu'on a eu le même exemple, qui se fait bouffer la jambe par un requin, elle pense à sa survie, elle trace. Il y a d'autres systèmes qui se mettent en place. C'est un contexte différent. Donc même pour une personne avec ses propres traumas, sur une même blessure, elle va pas réagir pareil en fonction du moment, de l'instant. Oui, je te rejoins complètement. J'ai pas grand-chose à rajouter. Oui, il y a des douleurs acquises par reproduction. Quand tu es enfant, si tu veux, alors tu nais avec probablement quand même une personnalité, déjà une vision du monde. Tu nais avec un héritage génétique. Aujourd'hui, c'est prouvé que tu vois des gros traumas très loin dans tes ascendants, c'est pas nécessairement un grand-père ou ça peut être beaucoup plus loin, déforment les gènes. Et en fait, tu peux toi l'hériter, c'est pas obligatoire. Et puis tu peux l'avoir et il s'exprimera pas. Mais donc tu peux avoir effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la génétique, on va dire, pour faire simple, qui est là. Mais voilà, comme souvent, pour prendre les exemples aussi typiques, un enfant ne naît pas avec une peur d'araignée. S'il a peur de l'araignée, c'est parce qu'il a vu une réaction d'un adulte qui est une référence pour lui, et qui va dire « Ouh là là, mais papa, là, il voit l'araignée, il monte sur la table, il crie et tout ça. Une araignée, c'est dangereux. » Donc, effectivement, chacun a ses peurs.
Pour beaucoup, la douleur peut être justement, comme je disais, quelque chose de très ancré, soit de manière communicative, soit de manière excessive ou des choses comme ça. Et donc, l'enfant va complètement intégrer ça comme, je sais pas moi, comme tu citais un exemple, si je me pique, ça fait mal, quoi. Or, comme tu disais, c'est pas vrai. Tu peux te piquer, tu peux ne pas avoir mal. Tu peux juste avoir une sensation de pression. Mais si par contre pour toi une aiguille c'est tout de suite comme ça et tout, bah oui t'auras mal. Hein. Mais donc ce serait plus tu vois une douleur intégrée émotionnellement, je dirais quelque part au début, et qui en fait, bah après évidemment les réseaux neuronaux sont faits et c'est associé directement quoi. Mais donc effectivement la douleur c'est compliqué. Parce qu'il y a une part, j'allais dire totalement, comme tu disais, on va dire physiologique, neurologique, vasculaire, Ouais. tout. Et il y a une part, on va dire, alors, j'aime pas dire cérébrale, je vais dire plutôt émotionnelle. Parce que dans le cérébral, il y a justement Oui, ouais. autre chose que l'émotion. Quoi. Oui, ouais. Et du coup, nous, en tant que professionnels du sport et de la santé, parce que moi, personnellement, j'ai pas été spécifiquement formé à la douleur, on en a beaucoup parlé avec Thomas, mais j'ai pas été dans mon parcours spécifiquement formé là-dessus. Le poids des mots et de nos réactions vis-à-vis des douleurs et des blessures va être hyper important. Et comment vous gérez un peu ça? Du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui est amené à avoir à faire face à quelqu'un qui s'est blessé ou qui a des douleurs, rien que du point de vue de sa réaction, de la façon de communiquer, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des mots à éviter, des mots à connotation négative peut-être, ce genre de choses? Ouais. Tu veux commencer Je veux bien. Après, Vas-y. moi, je te répondrais plutôt sur l'aspect, on va dire, je vais laisser à Thomas le côté peut-être plus technique, et bien plus pointu que moi là-dessus. Je pense qu'il y a peu de risques. Si, comme je te dis, tu viens t'asseoir à côté de la personne, ton sportif et tout ça, à tel point que, enfin, moi, alors je suis pas du tout, même si on peut être dans de la réathlétisation d'athlètes blessés et tout ça, mais j'espère que tu vas nous en parler aussi, toi. On parle beaucoup du RPE ou des choses comme ça. C'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement péjoratif, la douleur, tu vois, suivant l'objectif que tu veux atteindre. Justement, j'allais vous Donc, demander, est-ce que pour vous, du coup, la douleur, c'est quelque chose de mauvais? Non. Ouais. Parce qu'on a toujours tendance à avoir cette connotation un peu négative, et c'est pour ça que j'avais posé un peu cette question vis-à-vis de la façon dont on va communiquer face à quelqu'un qui a mal. C'est qu'on associe souvent la douleur à quelque chose de mauvais, et qu'on a toujours ce discours un peu négatif d'amplification de la douleur, je pense, derrière du coup. Et c'est pour ça que j'essaie de venir un Non, peu sur ce terrain-là. C'est bien, c'est important. De dire que la C'est une douleur, info. c'est pas... Ouais, voilà, c'est une info. Mm. Ouais, exactement. qui est à prendre en compte malgré tout. Ouais. Parce que c'est pareil, on a aussi beaucoup ce parallèle-là. Moi, ces derniers temps, je le vois avec les. Vu que je sors quand même depuis pas longtemps d'études, et on a eu beaucoup on va dire, de courants qui sont formés un petit peu. Il y en a qui vont marcher un peu en mode no pain, no gain, et il y en a qui vont marcher en mode dès qu'il y a quelque chose, c'est la fin du monde. Donc ça, c'est deux copings différents. Et il y a plein de... C'est pareil, ça c'est deux classes, on va dire, mais il y a d'autres modalités là-dedans, c'est pas défini. C'est juste pour donner un ordre d'idée. Mais même ça, on se rend compte qu'au final, derrière, les personnes, elles vont vraiment réagir à leur manière par rapport à leur connaissance personnelle, et du coup, ça va influencer tout le reste derrière. Mais c'est pareil, nous aussi, si on réagit avec nos connaissances, si on, comme disait Thierry, si on se met pas à côté de la personne et qu'on se dit pas, bon, ok, moi, je me mets à part et j'essaie de comprendre comment elle réagit face à cette situation, on risque de pas pouvoir l'aider, enfin l'accompagner du moins, en tout cas. Sans parler d'aide, mais plutôt d'accompagnement. Ouais, on pourra pas l'accompagner correctement. Thierry. Pour moi, tu vois, c'est une info à traiter. Donc, alors moi, j'aime beaucoup questionner, toi aussi, puisque c'est ce que je découvre, et Ouais. je suis ravi, puisque souvent, mon boss, dans l'accompagnement de l'humain, dit toujours, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et je trouve ça très bien. C'est très pertinent, ouais. Et donc, et surtout pour moi, c'est intéressant, parce que moi, je parle beaucoup. Et donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, la douleur, c'est qu'il y a... Par exemple, si on prend la douleur émotionnelle, mentale, c'est plutôt une info précieuse, c'est plutôt un cadeau que te fait ton esprit pour te dire qu'il y a une incohérence
entre ton objectif, c'est-à-dire ce que tu espères imaginer, ce que tu espères vivre, pardon, et ce que tu vis. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à traiter. Quant à la douleur, on va dire physique, probablement on est sur la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incohérence entre... Alors, on va parler des douleurs blessures, là. Oui. Je vais peut-être éloigner ce dont on a parlé tout à l'heure, voilà, c'est qu'il y a une incohérence entre ce que tu as demandé à ton corps et en fait ce qu'il était capable de faire. Voilà. Je ne parle pas des accidents, et encore, on y reviendra sur des tacles ou des plaquages et tout ça, parce que là aussi, pour moi, il y a question. Sur la blessure, quand tu t'es fait tacler 200 fois, pourquoi tout d'un coup, tu vas te faire une grosse entorse et tout ça, quoi. Pourquoi ce jour-là? Et là, je pense qu'il y a des réponses à aller chercher, en tout cas dans l'accompagnement, comme tu signales après. Parce que pourquoi ce jour-là, le tacle, à moins que tu aies un boucher, c'est sûr, si le mec est venu pour briser la jambe, il y en a. Mais la plupart de moi, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le cas, quoi. Tu vois. Donc c'est intéressant. Le trailer qui se fait une entorse quand il était ici il y a la montagne à entorse, c'est le Verrier, hein, Annecy, parce que montagne facile, parce que la plus proche, montagne ultra technique, complètement élimée, dangereuse. Bah, pourquoi tu te fais une entorse alors que tu l'as fait 25 fois? Pourquoi voilà, c'est intéressant. Donc là, j'associe la douleur et la blessure, pardon. Ouais. Non, mais en soi, c'est deux choses qui sont intéressantes à mettre en parallèle, donc c'est bien. Et puis, comme tu disais, il y a vraiment ce seuil, le corps à un moment donné, on a deux seuils, un seuil de douleur, entre guillemets, encore une fois, de capacité de douleur, d'accumulation. Il y en a, comme on disait, hein, une douleur à ce niveau-là, ça va être un 10 sur 10, et il y en a, ça sera un 5 sur 10. Et après, on a le seuil de, par exemple, typiquement pour un os, si on parle large, son seuil de fracture, il va être là, pour telle contrainte. Mais, même ça, ce seuil-là, il va être impacté par plein d'autres facteurs sur une blessure. Là, on parle vraiment de blessure pour le coup, où c'est encore différent. C'est peut-être, je trouverais un peu plus simple de trouver les facteurs d'une blessure, personnellement, que d'une douleur. Ouais. Parce que blessure, scientifiquement, etc., on a un peu plus de capacité à se dire, bon, là, le mec s'est trop entraîné, là, effectivement, il a trop forcé, il s'est pris pour Schwarzy, et au final, ça fait un mois qu'il a commencé la muscu. C'est plaisir qu'il y ait des références de mon époque. C'est des références intemporelles, le petit Charles. Mais ouais, voilà, c'est pour expliquer qu'effectivement, c'est plus simple de parler de blessure que de douleur en réalité. Ok, donc là, on a quand même parlé de beaucoup de choses. Là, du coup, si vous deviez résumer rapidement tous les concepts qu'on a donnés pour après avancer sur d'autres questions, vous résumeriez ça comment? Mais vraiment très simplement, parce que... c'est bien, comme ça, on va avoir deux façons de résumer. Il y a vraiment plein de choses, c'est quand même très dense et assez complexe. Je pense qu'on n'a même pas toutes les réponses, enfin c'est même sûr, on n'a pas toutes les réponses à l'heure actuelle. Mais là, du coup, si on devait résumer un petit peu, vous diriez quoi? Tu veux commencer? Oui, si tu veux. Alors, moi, si je devais vraiment résumer, dans tout ce qu'on a dit, ça serait, pour moi, la douleur est inconditionnellement vraie, mais pas réelle. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer la vérité de la personne et du coup, l'amener à voir cette douleur dans une réalité, alors on va dire différente, pas différente, mais à faire dans le questionnement ce petit pas de côté qui pourrait l'amener à reconsidérer la douleur autrement. Voilà. Mais moi, je la mettrais dans trois gros blocs, en gros. Parce que j'aime bien essayer de me cadrer les idées parce que je pars assez vite, un peu n'importe où. Donc, je mettrais un premier bloc, on va dire vraiment neuro-physiologique, parce que c'est aussi ça. Je mettrais un côté amplification ou diminution. Là, toujours plutôt le côté moellipinière, comme je disais tout à l'heure. Et après, ce gros côté, cérébral, entre guillemets, où je prends en compte vraiment là tout le contexte et du coup, comme disait Thierry, la réalité de la personne. C'est vrai que c'est un bon terme d'utiliser la vérité de la personne, puis ce qu'il en est réellement par rapport à lui, quoi. Comment lui voit sa douleur.
Et du coup, vous, en tant que professionnel de la santé, est-ce que vous essayez de jouer sur d'autres sphères, par exemple la sphère mentale, vous essayez du coup d'y aller et de jouer un peu dessus en fonction des réponses de la personne, du coup? On en parlait, on en parlait tout à l'heure. Typique, c'est l'effet placebo, quoi. Ouais, ouais, justement. Voilà, ça c'est l'effet nocebo qui existe, on n'en parle pas, Oui. mais il est tout aussi important Ouais. que l'effet Bah, placebo. justement, dans la gestion de la douleur, Voilà, exactement. ouais. Alors l'effet placebo, c'est parce que c'est plutôt sympa. Ouais. Mais voilà, donc oui, bien sûr, bah oui, c'est de toute façon, peu importe finalement, je dirais la réalité, on va dire, puisqu'on va, on va passer sur la vérité, puisque ça, on est OK que c'est vrai. La réalité de la douleur, de toute façon, la considérer différemment pour la personne, c'est déjà l'amener sur un chemin vers alors je sais pas, j'ai pas de mot réel, tu vois, c'est l'acceptation ou Ouais. la prise de conscience différente, enfin tu vois, un chemin d'action pour aller vers l'avant, et surtout un chemin d'action, j'aimerais le plus possible autonome. Ouais. Voilà. C'était bon. Donc il y a vraiment une grosse part d'éducation dans tout ça. Ouais, bah, je reprends Il avec reprend ce la qui est main. plus science. Mais effectivement, là, si on prend le côté scientifique, malgré que, comme on disait en off, les études, c'est toujours. Il y a des choses à prendre et à pas prendre, mais on se rend compte que l'éducation à la douleur, ou l'éducation, on appelle ça l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui aide les personnes à mieux gérer leur douleur. Donc, c'est bien que en aidant justement avec de l'éducation, on peut changer quand même pas mal de choses. Et justement, quand tu parles d'éducation, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu Euh, vas dire à la personne pour justement l'éduquer vis-à-vis de cette douleur? Bah, typiquement, ce qu'on est en train de faire en soi. C'est tout bête, mais une personne qui va regarder ce podcast, elle va peut-être se dire, ah ok, donc ma douleur, dans mon contexte, j'ai typiquement vécu, j'habite dans tel pays, d'accord, je suis venu en France, moi c'est ce type de douleur-là, et ouais, c'est vrai qu'en France, ils ne me comprennent pas trop les médecins, parce qu'ils n'ont pas le même contexte, ils n'ont pas le même prisme de vue. Donc, même pour elle, ça va lui permettre de se dire, ok, peut-être que je l'associe à mon prisme à moi, et elle va peut-être pouvoir se poser des questions, être emmenée à venir consulter un médecin, un kiné, un ostéopathe, peu importe qui c'est, d'aller à la salle tout simplement, se challenger, dire ok, bon ben je vais essayer de trouver des nouveaux ressentis, d'avoir des nouvelles sensations, de recréer, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a effectivement, on est dans un contexte, on a notre réalité à nous, mais on a la chance, c'est qu'on a un cerveau qui est plastique, donc il peut changer. On n'a pas un truc qui revient toujours à la normale, élastique, qui bougerait pas. Et donc ça, c'est super cool. Et ça, on peut l'adapter, on peut le modifier avec du sensitif, avec plein de choses différentes, avec plein d'outils. Donc il n'y a aucun outil pour moi qui serait acheté à la poubelle pour le coup. Du coup, en fait, vous avez une boîte à outils, une sorte de boîte à outils, Ouais. et vous allez sortir l'outil qui est pertinent en fonction de la situation et du contexte de la personne, Ouais. que vous aurez déterminé en vous mettant à la place et en échangeant avec elle. Et en C'est restant dans notre champ de compétences. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire que Oui. si on peut connaître d'autres outils théoriques que tout ça, mais là, c'est notre Vous rôle aussi de déléguer, quoi, ouais, voilà, c'est de ça. rediriger, tout à fait. C'est ça. Ça fait partie de l'accompagnant. C'est pour ça que... De savoir quand rediriger Ouais. et vers qui rediriger. Ok. Exactement. Et du coup, vous avez des outils un peu pour savoir, bah là, je sais que s'il se passe ça, bah ça va pas être pour moi, je vais devoir rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais on a un rôle même dans le fait de rediriger de la bonne manière aussi. On parlait d'effet placebo-nocebo. Si typiquement quelqu'un a un problème, il faut qu'on envoie aux urgences. Si on l'affole complet, il y a de grandes chances que sa douleur qu'elle fasse une petite montée au plafond. Donc même là, la communication qu'on va avoir, elle a déjà une place. Ne serait-ce que quand on va voir un médecin, quand on voit, on est à un repas de famille, on voit le grand-père Pierre qui nous dit t'as mal au dos, ça y est, c'est foutu. Ouais. C'est Le fameux, c'est ce qu'on a fameux. toujours tous entendu au moins une fois, tu vois, pas comme ça, des trucs qui peuvent paraître anodins, mais qui vont peut-être avoir un effet nocebo chez une personne, ou chez une autre personne, ça n'aura aucun impact, parce que dans sa compréhension des choses à lui, dans sa réalité à lui, Et ça sera justement, différent. est-ce que vous avez des outils de communication, des petits tips que vous pourriez partager ce soir pour justement mieux communiquer vis-à-vis des douleurs? Alors, c'est-à-dire mieux communiquer. Alors,
quand on a affaire à quelqu'un justement qui a mal, Mm. qu'on soit professionnel du sport ou de la santé ou pas, est-ce que vous auriez des petits conseils, des tournures de phrases à éviter, ce genre de choses, éviter peut-être les mots négatifs, du genre t'es foutu, ce genre de choses. Est-ce que vous auriez des petits tips comme ça à nous partager, Thomas? J'en donne un comme ça, après ton. Ouais. Ça permet de répartir. Déjà, il faut se dire, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, dire tu n'as pas un os cassé, juste ça, le cerveau, il peut l'interpréter en mode cassé. Ah ouais? C'est comme ne pense pas à un éléphant Ouais. rose. J'ai pensé à ça. T'as pensé à un éléphant rose, c'est la classique aussi. C'est une des premières choses, moi, c'est une des choses où j'ai le plus de mal parce que c'est. Surtout en France, peut-être que dans d'autres pays, c'est un peu différent aussi. Mais voilà, c'est une des choses où j'ai beaucoup de mal personnellement là-dessus, où je fais encore l'erreur de dire. Donc, éviter les négations? Ouais, Ok, le plus possible. Mm. Ok. moi, J'ai- c'est aussi un. Ouais, bah, c'est ça, le cerveau. Enfin, le cerveau comprend la négation, mais il est obligé de le transformer. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, et encore plus les 6 premières années de la vie. Là, l'enfance, tu vois, c'est là d'ailleurs qu'on va dire que l'enfant est capricieux, qu'il veut pas aller se coucher et tout ça, mais c'est beaucoup ça, quoi. Tu vois, par exemple, si tu lui dis, t'inquiète pas, je serai bien là à l'heure, lui, il a jamais pensé que tu serais pas à l'heure à la sortie de l'école. Hein. Mais là, par contre, tu vois, tu Il va vas commencer, éveiller quelque c'est chose. ça. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Comment on construit tout ça, quoi. Donc, effectivement, là, je te rejoins là-dessus. C'est voilà. Mais le plus simple, hein, pour moi, en tout cas, moi, mon phare, c'est, je te dis, d'aller de dire, ok, t'as mal, qu'est-ce que tu ressens là? Tu le questionnes. Comme ça, déjà, au moins, t'évites de dire une bêtise. Ok. Et tu reprends ces mots. Tu vois, bah, tu dis, donc là, par exemple, j'ai très mal, je sais pas, tu dois le rencontrer, quoi. Ah non, à la salle, Ouais, souvent. Ouais. voilà, parce que je pense qu'à la salle, typiquement, c'est plutôt, il y a des personnes qui viennent parce qu'on leur a dit que ça serait bien de se. C'est pas l'athlète, et en général. Et ah ouais, mais alors, quand vous me faites faire le tirage, là, oh, qu'est-ce que ça me tire sur les cervicales, dire, ok, c'est-à-dire. Bah, là, ça me fait une tension là. Mais quel genre de tension? Et quand tu reprends ces mots, la personne, elle se sent écoutée, comprise. Et en fait, déjà, là, l'effet placebo, c'est juste le placebo de la prise en considération. Et en fait, voilà. Tu vois. Et puis après, comme on disait, on a nos limites, quoi. Ouais. Je comprends pas ce qui pourrait vous faire mal, mais par contre, j'entends, voilà. Alors bien sûr, après, avec des compétences hautes, tout ça, tu peux dire, est-ce qu'il se pourrait que cet exercice-là, vous n'y voyez pas d'intérêt, vous ne compreniez pas l'intérêt, tu vois, il peut y avoir de la négation, mais Ouais. dans le questionnement, tu vois, des choses comme ça. Et encore, tu vois, c'est des questions un peu dirigées. Le mieux, c'est des questions ouvertes. Pour laisser la Voilà. place à l'interprétation de la personne. Ok. Et le plus important, c'est, comme tu disais, hein, c'est d'écouter en premier. Ouais. C'est pour ça que nous, on fonctionne, enfin, moi en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est toujours des grosses questions assez larges, parce que la personne, elle va déballer, dans tous les cas. Et si on la laisse parler, même les blancs, ça aussi, il faut pas avoir peur des blancs, parce que les personnes, elles vont ressortir des choses. Et elles vont ressortir leur réalité à eux, au final, leur façon de voir la chose à eux. Et c'est là où il faut les écouter le plus, et où il faut pas les interrompre, il faut les laisser finir. Et ok, après, pourquoi pas, on peut refermer petit à petit si vraiment on a besoin d'avoir des petits détails. Ok, pas de souci, mais il faut garder toujours ces questions ouvertes qui sont super importantes. Et ouais, la technique, c'est super intéressant aussi de réutiliser ce que la personne a dit. Parce qu'elle se dit, il a écouté ce que j'ai dit, et il a compris ce que j'ai dit. Et ouais, ça fait partie des outils derrière, et c'est même pareil quand on va donner des conseils. Là aussi, il faut pas donner ses conseils, faut que ça vienne de la personne. Et c'est même là où il faut que ça sorte de la personne, faut pas que ça vienne de nous, entre guillemets. Bien sûr, on va orienter, on va donner des outils pour qu'elle crée son environnement à elle. Quel genre d'outil? Ah oui. Moi, typiquement, j'utilise pas mal l'outil SMART. Ok. Euh, Tu peux l'expliquer rapidement? Ouais. Donc, en gros, c'est un outil, c'est juste spécifique, mesurable, ajustable, réalisable et temporel, en gros. Donc, ça nous permet de dire, bon, ok, tout de suite, il nous faut quelque chose qui travaille sur ça. Voilà. Il nous faut, dans le temps, savoir si ça évolue ou pas. Donc, on va se mettre des critères avec la personne. C'est elle qui va les évaluer.
C'est elle qui va donner ses objectifs. C'est elle qui va les ajuster comme elle veut. C'est elle qui va voir si oui ou non ça lui paraît faisable. C'est pas moi qui vais lui dire si, vous allez y arriver. C'est elle qui va dire ouais, ça, au vu de mon emploi du temps, au vu de ma vie, je sais que ça va être compliqué. Et ça me paraît trop dur à faire. Et temporel, pareil, ça rajoute aussi ça avec le réalisable. C'est est-ce que dans le temps, c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est cohérent dans le temps? Est-ce que si on se donne un mois, ça vous paraît cohérent? Si la personne elle a envie d'avoir plus de douleur là, maintenant, c'est peut-être pas cohérent, du coup. Peut-être qu'on essaye de trouver ensemble un autre moyen de... Le réalisable, ouais. Ouais. Et toi, Thierry, c'est un outil que tu utilises ou... Tout le temps. Ouais, tout le temps. J'ajoute un petit E à la fin, moi. C'est quoi qui le est E? Écologique. Ok. Parce que c'est C'est-à-dire- écologique, mais c'est oui, dans le ouais. réalisable, si tu Ouais, veux aussi. Le réalisable, c'est plutôt ce qui ne dépend pas totalement d'elle. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu veux ouvrir t'es super bon en cuisine, tu veux ouvrir un restaurant, on est en pleine période de Covid. Peut-être pas, temporellement, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas réalisable, tu vois. Ouais. Mais ça peut être ce qui dépend pas d'elle. L'écologie, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire, je vais dire, par exemple, est-ce que vouloir effectivement vous renforcer comme tu disais, en un mois, qui va donc demander de faire plus d'exercices, prendre plus de temps, c'est écologique pour votre entourage propre, vos enfants, votre métier et tout ça, parce qu'en fait, si ça pose un plus gros problème, tu peux déclencher des douleurs qui sont dues au fait que tu n'as pas pris en considération, ce qu'on dit depuis le début, toute la personne. Et la personne, c'est pas que sa douleur physique, c'est toute sa vie, quoi. Et alors, là, comme ça, dit comme ça paraît comme ça, mais non, franchement. non, Et tu vois, quand on parle de l'écoute, Ouais. Regarde, on va venir dans nos métiers, j'allais dire, qui nos métiers primaires, quoi, tous les deux, là, c'est que la première chose, c'est d'écouter. C'est pas de parler. D'abord, t'écoutes, tu reçois. Ouais. Ouais. Et après, tu parles, s'il y a besoin. Mais d'abord, t'écoutes. Et c'est toujours l'écoute en premier. Donc, l'écoute, c'est, on va dire, dans nos métiers, on peut parler de test. Ouais. C'est la question, si tu veux. Mais pour moi, la première question, c'est d'abord la relation humaine, tu vois. Si tu crées un lien et que ce lien, tu le maintiens, je pense que tu peux aller très loin. Tu peux pas tout te permettre, mais tu peux aller très loin. Ok. Ouais, c'est là où les personnes doivent être aussi attentives, parce que c'est là où aussi certains savent l'utiliser à d'autres fins, parce qu'il y en a qui arrivent très bien à créer des liens, et qui de coup mettent des idées, par exemple, nocebo dans la tête des gens. Et c'est là aussi où c'est con, mais c'est un peu de la chance aussi, il faut tomber sur les bonnes personnes, et personnellement, j'essaye d'être le plus neutre possible, mais peut-être des fois, je mets aussi des idées de merde, clairement, dans la tête des gens. Et il faut revenir dessus et dire, bon, ok, je me suis trompé. Attendez, en fait, je voulais plutôt dire ça. Il faut en être conscient et il faut se remettre en question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en off aussi, c'est tout le temps se remettre en question. Totalement. Et là, du coup, si on revenait sur les blessures, du coup, plus sur les douleurs, quand un sportif se blesse, pour vous, c'est quoi les premières choses à mettre en place quand la blessure survient? Donc déjà, est-ce qu'on est sûr que c'est une blessure quand la blessure survient ou est-ce que ça peut juste être une douleur? Et qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui se blesse ou expérimente une douleur à l'instant T? Directement d'aller consulter, je sais pas. Ça, c'est ce qu'on disait aussi sur le fait de savoir réorienter aussi. C'est que si on prend le mot blessure, faut aussi bien faire le distinguo entre une blessure, une pathologie, voilà. Et d'autres choses, typiquement, si quelqu'un est en train de faire un AVC, on va pas lui dire non, mais il faut continuer à bouger tranquillement. Il y a une urgence derrière quand même. Il y a des actes qui peuvent être faits pour aider la personne, sans être forcément alarmiste, ou quand même la communication à sa place derrière tout ça. Et encore plus quand ils sont typiquement dans l'ambulance, quand ils sont avec les pompiers ou autre, où ça peut changer beaucoup de choses. Parce que typiquement, la personne va être stressée, ça va augmenter sa pression artérielle, ça peut changer plein de choses. Donc il faut toujours garder cette idée de communication, peu importe le problème au final. Mais il faut aussi savoir dire, bon, là, non, il y a une urgence, parce que même sur une blessure, il peut y avoir une urgence. Un fémur qui pète, ça peut percer une artère, quoi. Faut aussi, voilà. Faut savoir, c'est là où, professionnel de santé, il faut savoir se dire, bon, là, c'est pas pour moi. Et dire, bon, ça va vers un
pour nous, du coup, ostéo, on n'est pas professionnel de santé. Donc, dans ce cas-là, je renvoie vers un professionnel de santé, un médecin, un urgentiste, j'appelle le SAMU ou autre. Donc, voilà, faut aussi, moi, je trouvais remettre ce prisme-là et pas se prendre pour... pas prendre tout ce qu'on va dire pour argent comptant non plus. Parce que sur la blessure, typiquement, si on se fait une entorse, on va dire oui, on peut continuer à marcher. Et au contraire, il va falloir du mouvement, il va falloir garder de l'activité. Et il faut essayer d'être le plus directement, là, travailler le plus vite possible, même au niveau psychologique après. Je pense que tu vas pouvoir enchaîner. Alors, si je comprends bien ta question, hein, Seb, là, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui se blesse, en tout cas, Qui se voilà, blesse. Mettons, on va derrière tout prendre ça. le contexte de quelqu'un qui se blesse à la salle de sport, donc pas une blessure non plus très très grave. Qu'est-ce que vous conseilleriez de faire directement, aller consulter, attendre un jour ou deux, voir si la douleur passe? Alors, je t'avouerai quand même que si la personne, alors si on prend dans un exercice sportif, si la douleur apparaît comme ça brutalement, enfin, tu es un peu d'accord avec moi, on se rapproche quand même de probabilité de lésion. Ok. Ouais. Donc, s'il y a lésion, Aller consulter ouais. directement ou on attend quand même un petit jour Là, on va rentrer dans la spécificité de chaque blessure et c'est trop long. Donc, tu peux avoir la personne qui a eu, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre, quoi, faut avoir un trailer, par exemple, qui a eu 10 entorses. C'est sûr qu'il va se tordre, il va avoir mal. 2 jours après, il n'a plus rien. Il n'a plus de douleur, il a l'impression que ça va et tout ça. Et pourtant, il a eu très mal. Mais effectivement, tu as peut-être... Bon, allez, on va peut-être donner 2-3 trucs si tu es d'accord. Tu vois, si tu as un gonflement, si tu as un hématome, si tu as une douleur persistante, vraiment intense et tout, ouais, tendance à dire que là, tu as quand même intérêt à aller plus ou moins vite consulter, tu vois ce que je veux dire, quoi. Maintenant, si tu as une impotence fonctionnelle totale, la question se pose pas en général. Non, en général, là, il y a des pompiers qui débarquent. Mais voilà, mais tu vois, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, tout est relatif, quoi. Ça dépend de la personne, du vécu et tout ça. Donc, oui, je dirais quand même que la douleur brutale, il y a quand même une probabilité de lésion. Ouais. Donc, j'aurais tendance à dire, faudrait plutôt avoir un réflexe de consulter. Voilà. Mais consulter ne veut pas dire, tu vois, tu peux très bien appeler ton ostéo qui lui, regarde et tout, et puis il te dit, oui, bon, effectivement, là, ça semble être comme ça et tout. On peut attendre 2, 3 jours, 5 jours, parce que tu as les compétences quand même pour... voilà, enfin, je veux dire, une fracture de fémur qui perce une artère, en général, tu vas pas avoir ton ostéo quand même. Ouais, y a pas de... Moi, je vois quand même des fois des belles choses au cabinet. Oui, c'est possible. On en revient à la douleur. C'est ça, exactement. La perception de la douleur et surtout le déni de la douleur. Tu vois, quand tu es athlète et quand tu es sportif, tout s'arrête avec la blessure, la douleur. Tout s'arrête. C'est-à-dire, pourquoi je faisais du sport et qu'est-ce que j'espérais obtenir en faisant le sport, quoi. Tout s'arrête. Donc là, c'est le déni, quoi. Donc, il y a un deuil à faire. Alors, les gens qui arrivent à faire un deuil comme ça, ils sont balèzes. Hein. Mais, et le deuil, c'est le déni en premier, quoi. Et donc, il y a du déni. Donc, là, c'est effectivement, je ne suis pas surpris que tu me dises que tu vois. Parce que la différence entre l'activité d'ostéopathie et l'activité de kinésithérapie, c'est que l'ostéopathe, on va le voir direct. On ne passe pas par la case médecin. Le kiné est prescrit. Même si effectivement, il y en a qui vont voir parce qu'ils ont confiance en leur kiné. Enfin, sur le côté mécanique, ils vont dire non, mais moi j'ai plus confiance en vous qu'en mon médecin, quoi. De toute façon, à part me mettre 15 séances pour le dos, il m'a dit que j'avais mal au dos. Il dit ça, je le sais, quoi. Mais voilà, donc, mais voilà, voilà. Pour moi, pour répondre à ta question, c'est douleur brutale, on est d'accord. Probabilité de lésion importante, voilà. Donc, voilà. Donc, quand même, à les consulter parce qu'en salle de sport et aussi, surtout, moi, j'ai pratiqué pas mal de sport co et j'ai été amené à encadrer pas mal de personnes en sport co. Il y a toujours ce truc du je me fais mal, oh, c'est rien, ça va passer. Et c'est surtout, c'est souvent des blessures des douleurs soudaines, donc visiblement sûrement des lésions au niveau tissulaire. Et il y a toujours c'est pas si grave que ça si l'impotence n'est pas importante, si vraiment c'est une petite lésion entre guillemets, et du coup les gens retardent le traitement et au final ils se retrouvent avec peut-être certaines complications, des délais de récupération qui sont plus longs. Du coup c'est pour ça que je suis amené à poser la question et donc aller consulter quand même dans la plupart des cas le plus rapidement possible. Ouais, après il y a moi là où ça me fait le tilt aussi, c'est que effectivement, il y en a beaucoup qui vont fonctionner comme ça, mais tu as aussi beaucoup dans ce mode-là, on va dire, de fonctionnement. Tu disais, ça détruit une carrière, des fois, entre guillemets. C'est pour ça aussi qu'il faut
c'est là où nous, on a nos prismes à nous aussi, où je pense qu'on est un petit peu biaisé, dans le sens où on sait que, ok, bon, là, on va inconsciemment faire volontairement certains mouvements, on va voir que bon, il y a vraiment un truc qui va pas, alors que la personne qui a rien à voir avec ça, typiquement pour des lombalgies, des douleurs de dos, la plus grosse partie, il n'y a rien de blessé. Il y a beaucoup de douleurs, pour le coup, sans blessure. Et pourtant, c'est des trucs qui foutent droit d'un coup. Moi, je vois beaucoup de footeux notamment qui peuvent arriver. Ouah, c'est fini, c'est une hernie, c'est machin, c'est trucs, c'est bidule. Ou alors ils ont entendu le fameux crack et ça y est, c'est out dans la cuisse ou autre. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire, eux, ils voient direct le truc, je peux plus rien faire. Ça y est, je vais plus pouvoir m'entraîner, machin. Et soit ils prennent le chemin, j'y vais quand même, et il y a des risques qu'il y ait une blessure. Ou ils prennent le chemin, je fais plus rien, et il y a peut-être pas de blessure aussi. Ça va dans les deux sens. Donc, encore une fois, c'est avec notre prisme à nous, c'est pour ça que l'éducation à la douleur, elle a tout son intérêt, parce que les gens, ils peuvent un peu s'autonomiser tout seuls, s'autodiagnostiquer, sans dire de pas abuser non plus, parce que des fois, ça peut être dangereux, encore une fois. Mais voilà, ils peuvent déjà au moins avoir un petit autodiagnostic personnel, et se dire, bon, est-ce que justement, je pourrais pas attendre un petit peu ? Mais ça, tout le monde l'a pas. Et encore moins, je trouve, dans le sport. Toi, tu as pu aussi beaucoup bosser avec des sportifs. Je pense que tu l'as vu, notamment dans le foot ou autre. Tu me disais tout à l'heure. Donc, ça a toute sa place. L'éducation encore et comprendre. Voilà. Il n'y a pas de tips miraculeux, hein, ça Ouais. n'existe pas. Quoi. Ouais, C'est-à-dire que, C'est au cas comme je te par dis, cas. toute douleur, c'est une info. Alors avec, voilà, comme tu expliquais Thomas, on va dire les 3 gros blocs, voilà. Décoder l'info, c'est quelle expertise on a, quoi. C'est-à-dire, en tant qu'athlète, par exemple, de dire que c'est grave ou que c'est pas grave, ok, mais comment tu le sais, quoi. Et du coup, la place de l'imagerie ou de ce genre de choses-là peut avoir son importance du coup dans ce genre de choses, dans ce genre de contexte. Alors, il se trouve qu'on est en France, quoi. Ouais. Quand Compliqué. tu as une échographie un mois et demi après... Encore plus dans la région. Oui, tout à fait. Donc, mais bien sûr, dans l'absolu, c'est le Graal, serait parce que... d'avoir, oui. Ouais, ce serait le top. Pour savoir si la douleur est associée à une lésion tissulaire ou si c'est d'autres sur d'autres aspects qu'il va falloir agir. Et à la fois, c'est pareil, l'imagerie, des fois, elle est plus délétère qu'autre chose, elle a un effet nocebo aussi. Typiquement, quand on prend les disques, les discopathies, les fameuses protrusions discales ou autres, Je peux expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que une c'est. discopathie, c'est tout le monde a déjà entendu parler d'une hernie discale. En gros, c'est un écrasement du disque, ou des fois, il n'y a même pas forcément d'écrasement du disque, hein, d'accord ? C'est juste le disque qui est peut-être un petit peu plus déshydraté. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'à l'imagerie, il a une tronche qui ressemble pas aux autres. Ok. Et ça veut pas forcément dire que c'est lui le problème. Et pourtant, on a plein de personnes, moi j'en vois plein au cabinet, qui viennent avec des hernies discales, mais ça fait 25 ans qu'ils les ont eues, mais pour eux, elle est toujours là. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur le côté psychologique. Et là, l'imagerie, est-ce que ça vaut le coup d'en refaire une ? Pourquoi pas ? Mais il faut voir comment la personne, elle voit l'imagerie, ne serait-ce que ça. Parce que si la personne, elle le voit comme c'est le Saint Graal, si j'ai quelque chose, c'est ça. Une épine calcanéenne, pareil, c'est un truc qu'on peut souvent voir et c'est pas un truc qui est forcément douloureux. Et c'est la même chose à l'imagerie. Par contre, une personne, ça va pouvoir la rassurer, ça va pouvoir avoir un effet placebo comme nocebo. Donc ça va dépendre là aussi, encore une fois, de la réalité de la personne et de son contexte. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on parle quand même pas mal de psychologie et on a parlé de vos trousses à outils et justement du fait de déléguer. Est-ce que ça arrive que vous renvoyez certaines personnes vers des psychologues ? Pour ma part, ouais. Alors moi aujourd'hui, puisque je me suis formé, mais moi je vais renvoyer quand on va dans la pathologie psychologique, tu vois, avérée, une bipolarité, une schizophrénie. Qui peuvent accentuer les douleurs du coup ? Ouais. Ouais, justement. Okay. C'est pareil, c'était sur ce penchant-là où on se rend compte qu'effectivement, trouble psychologique, psychiatrique, peut avoir un impact effectivement sur la douleur. Mais là, c'est plus c'est plus notre domaine. C'est là où il faut savoir dire. Okay. On délègue. Thierry ? Oui, je rejoins. Mais après, le problème, c'est que
si tu écoutes le DSM Oui. 5, c'est le diagnostic, c'est américain. Donc là, tu vois, tu parlais de biais tout à l'heure. En fait, pour des raisons d'argent, c'est fait dans les facs de psycho américaines sur les étudiants, puisque comme ça, ils ne plaît pas. Et en fait, le problème, c'est que dans les facs américaines de psycho, c'est que des blancs de milieu aisé, quoi. Donc voilà comme quoi elle fait le diagnostic mondial des pathologies psychiatriques, quoi. Il est comme ça, donc on est tous malades. Oui. On a tous des peurs profondes et tout ça. Et pour moi, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, ce n'est qu'une compulsion extrême de ta souffrance que tout le monde a. On a tous des peurs spécifiques. Mais donc, suivant le degré. Mais je prends souvent le cas... Alors, maman, je pense que tu ne vas pas écouter. Mais j'espère. Mais voilà. Ma maman, toute petite, elle a compris que sa mère lui donnait de l'attention quand elle souffrait ou quand elle était malade. Donc, en fait... Elle s'est construite là-dessus. Donc, en fait, elle ne peut avoir de l'attention de quelqu'un que quand elle est malade ou quand elle souffre. Donc, évidemment que la vie, tout ce qui va se présenter, va lui donner ça. Parce que sinon, c'est pas vivable. Donc, tu vois, typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que l'aspect psychologique, émotionnel, je vais te dire, il est probablement le numéro 1, puisque de toute façon, comme tu expliquais, il va avoir... C'est un message. C'est un message... parmi d'autres. Donc après, c'est ce que t'en fais du message. Toi, on peut te dire quelque chose, ça va passer au-dessus, et moi, je vais super mal le prendre. C'est la même chose. Tu vois, donc... et la douleur, c'est ça. Donc c'est un petit peu ça. Donc, pardon, maman. Mais c'est un peu ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle approche de 80 ans, et elle fonctionne toujours comme ça, quoi. Et en fait, la souffrance, tu vois, la douleur psychologique, c'est qu'aujourd'hui, elle obtient plus de rejet parce qu'en fait, on ne l'écoute plus que de l'attention. Et le cerveau, il n'arrive pas à se sortir de ça. Parce qu'il a été traumatisé enfant quand on se construit. Donc, c'est là que tu parlais d'éducation et par rapport à la douleur, donc, qui sera toujours une douleur quelque part dans le mental. Et d'ailleurs, alors je me trompe peut-être parce que moi j'avais appris ça, mais ça avait marqué à l'époque. Tu vas me corriger et ça serait très bien d'ailleurs que tu me corriges, n'hésite pas. Je ne fais pas toujours des recherches, mais il me semble que les disques et les cartilages ne sont pas énervés. Alors, en tout cas, au niveau. Ils deviennent énervés et ils deviennent vascularisés quand ils se blessent. C'est ça. Mais, donc en fait, spontanément, très peu. Si tu mets des contraintes sur un disque, le disque ne peut pas te faire mal. Puisqu'en fait, il ne peut pas t'envoyer de messages douloureux. C'est ce que je veux dire. Par contre, évidemment, ce qui pourrait, sur quoi le disque pourrait appuyer, donc, alors avant d'aller appuyer sur un nerf, il a du boulot, enfin, sauf peut-être sur un gros faux mouvement, enfin un truc très violent. De chimie après qui fait exactement. le travail. Ça, c'est important que tu reviennes d'ailleurs par rapport à la douleur sur l'aspect chimique, parce que ça, c'est vraiment une des vraies explications de la douleur à mon sens, quoi. Là, sur le point de vue, on va dire physiologique. Je vais laisser parler Thomas là-dessus. Mais voilà, mais tu vois, c'est pour te dire que c'est pas parce que tu as une hernie discale tu dois avoir mal, quoi. Ouais. Il y a des voilà. Et c'est pas parce que tu as de l'arthrose que tu as mal. Ouais, pareil. Par contre, tu peux avoir mal pour revenir sur le côté chimique, sur de l'arthrose, tu peux avoir mal sur une poussée inflammatoire. Ouais, t'as des composantes biochimiques qui font que ça active certains récepteurs et que ton corps te dit, bon, là, il se passe quelque chose. Mais même ça, c'est modulable. Même chimiquement, ce qui se passe, c'est modulable. Parce que sinon, encore une fois, sur une entorse, on n'arriverait pas à remarcher dessus, et ainsi de suite. Quand déjà on a l'éducation tout autour, de dire ok, on a l'avantage avec nos métiers de se dire ok, bon, on sait à peu près évoluer, c'est pareil pour toi, tu sais que, bon, là ok, mon biceps il se contracte, ok, je vois pas une grosse boule qui remonte, tu sais que, bon, ça va, il s'est passé quelque chose, je peux quand même le bouger. Et c'est là où c'est important d'avoir cette connaissance du corps, de la personne, Quand on dit corps, c'est vraiment tout, au final. Mais c'est important de souligner la biochimie parce que il se passe quand même quelque chose. Les gens, faut pas qu'ils se mettent en tête « Ah, c'est que dans mon crâne », parce qu'il y a aussi des choses qui se passent physiquement. Il y a, typiquement, quand on parlait des disques, oui, petit à petit, il y a une création d'innervation, de vascularisation qui fait qu'il devient sensible. Donc pendant une période sensible. Et c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, comme on disait, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'avoir un seuil de travail. Trop bien, justement, on va pouvoir récupérer correctement, on va pouvoir évoluer tranquillement. Donc c'est un super outil au final, c'est notre ressenti. Et justement, c'est important que tu parles de seuil de travail. On entend un peu tout et son contraire quand on se blesse ou quand on a des douleurs.
il y a la team, faut arrêter de faire n'importe quoi, faut arrêter de bouger, ça va aggraver les choses. Et il y a la team, au contraire, dès qu'on a quelque chose, on travaille dessus. Vous vous situez où un peu sur ce continuum? Est-ce que pour vous, il y a des blessures ou des douleurs pour lesquelles il faut vraiment arrêter toute activité? Ou est-ce qu'il faut tout le temps essayer de bouger et de remettre de la contrainte? Oui. Pour moi, toujours. Toujours. Mais c'est même, tu peux aller plus loin que ça. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose que j'utilise énormément pour te dire que l'important, c'est le mouvement. En fait, la vie, c'est le mouvement. On est né pour bouger, de toute façon. C'est comme ça. Donc, et aujourd'hui, les neurosciences ont largement montré, c'est tes contractions musculaires et plutôt intenses qui protègent l'ensemble de tes tissus par le métabolisme, les biochines, tout ça. Enfin, là, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le problème. Mais voilà. Mais en fait, moi, j'utilise l'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage de l'imagerie mentale, c'est-à-dire, en fait, alors là, il y a plusieurs niveaux d'imagerie mentale. Il y a voir faire quelqu'un dans sa tête, il y a se voir faire, et après, il y a le sentir, vraiment comme le faire. Et là, aujourd'hui, toutes les études le montrent. C'est que aujourd'hui, l'avantage de faire de l'imagerie mentale, quand vraiment, par exemple, si tu es plâtré sur une fracture, va être compliqué de mettre des grosses contraintes dessus. Tu peux. Par des diffusions de chaînes musculaires, d'aller travailler tout ça, et c'est important de le faire. Mais en fait, tu gagnes énormément de temps sur ton processus rééducationnel, puisque tu as entretenu, ça tu pourras mieux l'expliquer, tout ce qui est tous les circuits, si tu veux. Et donc, quand tu sors d'une immobilisation plus ou moins longue, tu gagnes je crois que sur les ligaments croisés, ils ont étudié, tu gagnes 1 mois, à peu près, sur une rééducation classique. C'est énorme pour un sportif. Parce qu'en fait, c'est pareil, techniquement, je suis pas bon, mais en fait, grosso modo, quand tu recommences à travailler, les 4 premières semaines, je crois que c'est un truc même plus, oui, 4 premières semaines, oui, pardon. Oui. En fait, tu passes ton temps à recréer les circuits. C'est-à-dire que tu travailles pas ta force, tu travailles pas, voilà. Donc oui, le mouvement. Donc l'imagerie mentale permet de maintenir il y a aussi le syndrome, l'effet d'éducation croisée. Donc de venir stimuler le côté opposé qui a été lésé. Donc la combinaison de ces deux approches, du coup, ça peut être très pertinent. Complètement. Ouais. Et pour revenir là-dessus, même, donc on parlait du côté neuro, mais même d'un côté, encore une fois, biochimique, c'est intéressant. On met de la contrainte. Alors on prend... ce qui peut être intéressant, c'est typiquement on parlait de foot, PSG, les déchirures des ischios. Déchirures des ischios, on peut revenir plus tôt possible, à 1 semaine, on peut déjà être en train de faire la rééduc. On va pas taper un sprint. Voilà. C'est là tout le travail aussi de progressivité, d'être attentif avec ce seuil, mais on peut déjà travailler. Et des fois, ça va être, juste faire bouger le membre, aider la personne, toucher, ne serait-ce que toucher. C'est là où des fois nos métiers sont super intéressants, c'est toucher. Ok, la personne, c'est là où des fois les plâtres peuvent être un peu chiants, parce que on enferme un membre et il voit plus le jour, en gros. C'est comme si nous, on nous mettait dans une pièce dans le noir pendant 2 mois. Quand on sort, on se dit, wow, ça fait bizarre, il y a de la lumière, il y a tout ça. C'est la même chose pour le corps. On va lui mettre, ne serait-ce qu'une pression sur la peau, il va comprendre ce qui se passe dessous. Il va se dire, ah, ok, il y a ça. Et des tout petits mouvements, comme disait Thierry, des scans corporels, ce genre de choses, c'est super intéressant pour justement déjà commencer à travailler le côté, entre guillemets, même psychologique de la blessure, le fait qu'il y ait la connexion neuronale. Derrière, la personne aussi va être rassurée, va aussi avoir moins d'appréhension, va être un retour plus rapide au sport, égale aussi une confiance plus accrue dans la réparation. Justement, quand un sportif se blesse, il va, dans la plupart des cas, y avoir cette peur de la récidive. Comment vous dealez avec ça? Comment vous travaillez autour de ça, de cette peur de la récidive, la peur de se reblesser, peut-être des stratégies d'évitement? Ok, je me suis blessé sur ce genre de mouvement, je vais éviter de le faire, justement. Alors, c'est le cœur de mon boulot en ce moment. Je suis en train de faire un e-book là-dessus. C'est-à-dire que pour vraiment que la personne s'autonomise. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est de se dire... donc là, on va parler de blessures quand même plutôt importantes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment... ou tendinite, tendinopathie, on va dire. On va arrêter de faire des conneries. Il y en a un autre siècle, quoi. Mais c'est dur. Ça parle à tout le monde. Voilà, mais tout le monde parle de tendinite, mais voilà. On va dire, voilà. Parce que ça peut être très long. Ça peut être plus long, d'ailleurs, qu'une grosse fracture ou un truc comme ça. Donc, voilà. Pour moi, clairement, je suis face à un athlète. Il a besoin de s'entraîner, il a besoin de performer, tout ça. Donc, en fait, moi, le but, c'est, voilà, ok,
Et si on profitait, si finalement c'était un cadeau, de profiter de ce moment-là, pour s'occuper de tout ce que tu t'occupes pas habituellement par manque de temps, parce que tu penses pas, parce que tu penses que c'est pas utile, parce que peu importe, parce que t'es pas éduqué comme ça, voilà. Si on profitait de ça pour créer de la performance. Et donc là, tu as tout un tas de modèles, hein, peu importe, mais déjà la compréhension de la blessure, tout simplement. Revivre la blessure, la comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je me suis blessé? Et là, en fait, il y a un vieux modèle, alors je me souviens jamais des noms, là, Anderson, ou je sais pas trop quoi, qui est le stress injury, en fait, qui explique ce qu'est soumis l'athlète. Ah oui, C'est-à dire qu'en fait, tu parlais de coping derrière, donc c'est ouais. des stratégies face à des sollicitations. Ben voilà, ce que vit un athlète, financièrement, au niveau famille, s'il est éloigné, le club, les concurrents, titulaires, pas titulaires, ça, et en fait, quel coping il a face à tout ça, quoi. Et ben tu t'aperçois que la blessure, elle arrive quand en fait il manque de stratégie, que certaines origines de stress, je vais dire, allez, puisqu'on parlait de stress mécanique pour la blessure, c'est voilà, Stress, c'est un gros mot. voilà, c'est un bien grand mot. Il n'a pas de coping. Et en fait, bah c'est là souvent que la blessure va arriver. C'est-à-dire que si l'éloignement familial pose un problème, il va se blesser. Parce que de toute façon, à un moment, ça sera la porte d'entrée, ce sera la faille. Donc en fait, c'est le moment de réfléchir à tout ça, de parler avec lui, tu vois, et tout ça. Parce que là, c'est le moment aussi de faire des copings, c'est-à-dire de mettre en place des stratégies. Parce que quand il va reprendre, il va se retrouver confronté aux mêmes choses. Hein. Et s'il n'y a pas profité de cet instant-là pour le travailler, ça va se reproduire. Et dans la récidive, la peur de la récidive, elle arrive d'autant plus que même s'il n'a pas conscience de ça, l'inconscient le sait, lui. Donc, moi, il y a une question qui est... Et s'il y avait un avantage à ta blessure, ça serait laquelle? Ah, bien sûr, spontanément, on va dire, bah non, il n'y en a aucun. Hein. Et si. Et si. Il y en a Parce plein. que probablement, il y en a plein, exactement. Ouais, il y a beaucoup de sportifs qui voient ça comme une malédiction, alors que ça peut être une réelle opportunité, une bénédiction. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça pour moi. C'est-à-dire en faire une opportunité. Et dans cette opportunité-là, faire exactement comme s'il était dans son processus de performance. Que, peu importe dans quelle, je te dis, source de stress, on a objectif, sous-objectif, SMART, qu'est-ce qui est spécifiquement mesurable, réalisable et tout ça, réajustement, tu vois, l'accompagnement là-dedans. Après, comme on disait, déléguer, hein, s'il y a besoin. Voilà, s'il y a besoin, exactement. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, parce qu'effectivement, moi aujourd'hui, j'en ai énormément. C'est le cœur de mon métier, puisque en fait, de par mon métier de base, je dirais kiné-ostéo, mais de par aujourd'hui justement cette spécificité de raccompagner les gens après une grosse blessure, c'est en faire une force, quoi, justement. Et s'il y a une force, si c'est une force, la récidive, alors voilà, hein, si tu te fais tacler par un deuxième boucher, encore que là, vraiment pas de bol. Et encore, je te dis, hein, tu peux travailler. Même ça. Tu vois, par exemple, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Enfin, c'est des sacrés athlètes, mais le GIGN et tout ça et tout, ils travaillent l'intuition et l'anticipation, tu vois, la perception extrasensorielle, on appellerait ça. Tu vois, parce que c'est des occasions. Et aujourd'hui, tu as plein d'exercices comme ça que tu fais. Toi qui es dans ton job, tu peux faire plein d'exercices comme ça. Et justement, du coup, ce que tu dis, ça implique que prévenir une blessure, ce n'est pas que jouer sur le physique. Non. C'est aussi, du coup, essayer de gérer en amont toutes les sources de stress qui peuvent par la suite être problématiques. Et comme on disait tout à l'heure, la façon qu'il a de voir sa blessure, dès qu'il va se blesser, la première chose qu'il va pouvoir se dire, il y a le contexte dans lequel tu vis, ta religion, typiquement, ça aide aussi des fois à être mieux dans une blessure. Il y en a qui vont voir ça comme une épreuve de Dieu, et c'est, entre guillemets, c'est super intéressant, parce que ça permet de se dire, ok, je la vois dans le côté positif. Alors que nous, on a quand même beaucoup tendance à voir la blessure comme quelque chose de négatif. C'est tout de suite négatif. Alors que, comme tu disais, c'est une super opportunité. On peut travailler de plein de manières différentes. Et... Il y aura du temps. Ouais. Et sur de la douleur et sur de la blessure, pour revenir aussi un petit peu à ce que tu disais, parce que du coup, je réfléchis en même temps à la question première, parce qu'on s'est un peu éparpillé. Ce que tu peux mettre en place déjà à prime abord quand il y a une douleur, une blessure, peu importe, c'est adapté à la personne. Elle a mal quand elle fait ça, d'accord? Eh ben, je lui prends le bras, je lui fais ça. Est-ce que ça fait mal? Non. Bah, c'est déjà un truc que tu peux faire. Okay. La personne, elle a mal quand elle fait ça. Ok, quand elle a 10 kilos.
bah, tu peux varier le poids, tu peux mettre des fois plus lourd. Ça peut aider aussi, là on est plus sur de la douleur. Même des fois sur certains types de blessures, c'est intéressant de mettre plus lourd aussi. On peut mettre plus léger, ou on peut changer l'angle. Bah, au lieu de le faire travailler assis, c'est tout bête, mais des fois juste allonger la personne et lui faire ça, son cerveau il va pas prendre l'information de la même manière. Parce qu'il s'est peut-être blessé sur un biceps curl, ça a pété. Ok. Dès qu'il refait un biceps curl, ça va pas. Je l'allonge, je vais faire ça à l'opoli, tout va bien. C'est plein de petites choses qu'on peut modifier. Ouais, ça s'adapte Des amplitudes, des angles de mouvement, de l'intensité. Des fois, en mettre plus aussi. Il ne faut pas oublier qu'on peut des fois en mettre plus. Et c'est super intéressant des fois. Pour déjà passer aussi des caps, des seuils mentaux, on va dire. Des seuils mentaux. Ouais. Ça, c'est... C'est pas compliqué mon des point fois. Hein. Ouais, puis c'est pas mon point fort. Donc ouais, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer, ne serait-ce que nous-mêmes, de nous-mêmes sur une blessure. J'ai mal comme ça, ok, bah je teste de différentes manières. Ouais, donc dès qu'on se blesse, quand même essayer de garder du mouvement, changer ce qu'on peut changer, aller consulter pour éviter les red flags, si jamais il y a quelque chose de relativement grave, et toujours continuer de bouger. Ouais. Parfait. Bah, on va arriver justement sur la fin de l'épisode. Là, si on avait une petite phrase à retenir de cet épisode, ce serait quoi pour vous? Par rapport au sujet principal sujet, sur ouais. la douleur, c'est horrible ce que je veux dire. La douleur, c'est un cadeau. C'est une info d'une incohérence tu vois bien, de stress. Non, mais c'est pas Et important. par rapport à alors, stress mécanique, stress physique, stress social, stress amoureux, stress, je n'en sais rien, tu vois. Ouais. Donc c'est un cadeau, c'est une info qui te dit que là, il y a une info à traiter. Voilà. Par contre, effectivement, je rejoins, la vie, c'est le mouvement. On est né pour bouger. Thomas. Ouais, je crois pas que je rajouterais beaucoup plus. Hein. Pour le coup, ouais, c'est... La douleur, ouais, ça fait partie de nous et il faut l'utiliser comme tout le reste. C'est Voilà. hyper important parce que ça met un peu fin au mythe la douleur, c'est quelque chose de mauvais. Ouais, c'est... Et j'ai mal, je me blesse, faut que j'arrête. Ouais. C'est des deux mythes pour moi qui sont encore trop répandus et c'est justement pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast du coup avec vous deux pour mettre fin un peu à tous ces mythes. Et Donc, toi hein, Et toi bah moi, ce serait exactement ça, que la douleur, du coup, c'est simplement une information et qu'on doit remettre dans un contexte bien plus global et du coup, bah, essayer de travailler sur ce qu'on doit travailler. Moi, ce serait vraiment ça. Et que la douleur, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais et que le mouvement, c'est la vie. Et moi, je rajouterais juste... Tout ce qu'on dit, c'est pas que la douleur est dans la tête, encore une fois. Ouais. Parce que les gens, ils se prennent pour des fous après. Non. C'est un ensemble de choses, c'est tout ce qu'on a dit. C'est un Des ensemble sensations. d'informations qui remontent, Exactement. qui est traité comme tel, mais ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter, c'est juste une information. Exactement. Merci à tous les deux du coup d'avoir accepté d'intervenir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez des pages Instagram, des sites web qu'on mettra en description? Oh, moi, oui, Instagram, c'est Thierryfy, tout simplement. Voilà, après, site web, faudrait que je m'en occupe. Mais, C'est du boulot, je suis en train d'en faire un c'est du aussi. boulot, voilà. Et puis, après, je communiquerai, voilà, sur le côté e-book pour autonomiser, voilà. Mais bon, mais en tout cas, voilà, c'est essentiellement sur Instagram. Et puis, oui, le site, c'est pas d'actualité. J'ai commencé, Bientôt. mais enfin bientôt, tu vois, le smart. Ouais. C'est capital. Exactement. Tu vois, dans tous les domaines, quoi. C'est un bon outil. Voilà. Et on l'utilise des fois aussi, pas forcément de notre côté. Non. On est les premiers. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, bien sûr. Toi, Thomas, du coup? Moi, du coup, sur Instagram, Thomas, je crois que c'est thomas.iti ostéopathe. Je me souviens plus trop. Je poste Très rarement, pas assez. On va le pousser à le faire un peu plus. Il faut que je me motive à le faire plus, où je parlais notamment de commotion. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui est pareil aussi très peu connu, très mal géré, je On trouve. en refera un épisode. Donc, Ouais, ça, c'est intéressant. Intéressant Et je pourrais vous inviter probablement une athlète ultra connue là, qui traverse une période difficile. Enfin, je pense qu'elle accepterait sûrement de parler de ça. Là. Bah, carrément. Donc, vraiment des meilleures, enfin, la meilleure mondiale d'ailleurs, qui a remporté, je crois, 10 ou 11 fois les X Games. Ok. Voilà. Et oui, d'ailleurs, pour nous retrouver, je pense dans nos cabinets respectifs. Oui, bah, quand même, dans hein, nos cabinets. parce que c'est là l'essentiel. C'est le donc, cœur de... voilà. Enfin, pour moi, c'est Physio Sport Santé à Annecy. Et moi, je suis dans le Basic Fit de Cranfsal.
Voilà, du cabinet à l'intérieur du Basic Fit et qui accepte tout le monde, même si vous n'êtes pas de Basic Fit. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Merci encore à tous les deux du coup d'avoir accepté de participer à cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. À bientôt sur Récup Active.